Bonjour. Bonjour Didier, bonjour Daniel, bonjour Marie, bonjour Catherine, bonjour Miss Chaps, bonjour Magali, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici. Nous sommes entre amis et puis on accueille les nouveaux amis également. C'est une occasion de se retrouver une fois par an avec les meilleurs du marketing, du digital, du e-commerce. Et aujourd'hui, ils viennent en fait de l'étranger puisqu'on a un intervenant de Bruxelles. Également, ils viennent du sud de la France avec une grande histoire à l'international. Et puis, de pas très loin, de la Défense, mais on vous en dira plus un peu plus tard. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, j'ai un retour son qui n'est pas extraordinaire. Oui, ça va? Super, Marco, au fond de la salle, merci. Donc, je vais vous demander d'applaudir donc nos invités qui sont venus de loin et qui ont préparé cette table ronde pour vous inspirer. Donc la première personne que j'appelle sur scène, c'est Adrien Robert, qui est directeur marketing digital de Alinea. Bienvenue Adrien, qui vient de Aubagne. Également, j'appelle donc Carole Casal, qui est directrice des partenariats du business et de la stratégie de BNP Paribas Personal Finance, qu'on peut appeler aussi CTLM. Et puis enfin, donc quelqu'un qui est à la fois européen et américain, ce qui est très utile en ce moment, puisqu'on a beaucoup de ponts à retrouver, de conversations à remettre en place, donc qui nous vient tout droit pardon, de Bruxelles. Donc j'appelle Robin de Wouters. Robin ou Robin selon les prononciations. Et merci beaucoup de venir. Robin étant le représentant, le directeur général même de la FEDMA. Donc une belle association de marketing sur la data et également du digital, on peut le dire. Donc au niveau européen, qui représente les 27 pays au niveau de la place forte qui est Bruxelles. Donc ravi de vous accueillir. Merci beaucoup d'être présent ici. On va parler de tout ce qui est e-commerce. E-commerce, c'est la vitesse de la lumière. Donc, ce n'est pas simplement le e-commerce, mais c'est aussi le social commerce. Tout ce qui est influenceur, donc présent sur les réseaux sociaux. Et on a des courageux qui sont sur scène. Des courageux parce qu'on a beaucoup sollicité un certain nombre de marques et certaines personnes qui étaient nos alliés dans la salle peuvent en témoigner. On n'a pas beaucoup de personnes qui veulent en parler. Donc, ils ont accepté de parler du sujet en étant à la fois des praticiens, mais aussi avec un regard d'analyste et d'expertise. Donc, je vous le dis parce que vous allez peut-être être surpris, mais ils ne sont pas toujours les premiers, les leaders sur l'e-commerce ou le social commerce, mais ils savent le décoder. Et c'est ce qui nous a intéressés dans leur présence. Et merci beaucoup à eux d'être ici. Donc, je vais d'abord passer la parole à Adrien. Adrien, tu nous racontes ton histoire, qui est beaucoup passée par l'international. Et qu'est-ce que tu fais chez Alinea? Est-ce que déjà, vous pouvez me dire dans la salle qui connaît Alinea? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, première fois qu'il y a autant de mains qui se lèvent. Tout à fait. Non, tout le monde nous connaît, mais est-ce que vous savez, vous avez nos produits? Vous savez ce qu'on fait? Il y a moins de mains là, c'est normal. Moi, ça va changer, vous inquiétez pas. Vous allez les voir sur les écrans. Est-ce que vous faites de la cuisine? Pas seulement, non. Des meubles, de la décoration et de la cuisine aussi. J'y vais. Bon, bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Donc, je suis Adrien Robert, je suis le directeur marketing et digital chez Alinea. Je suis arrivé il y a 5 mois. Aujourd'hui, mon équipe, elle occupe 6 périmètres un peu clés, tous centrés autour de l'écoute, la compréhension et la réponse à tous les besoins de nos clients.
Donc il y a 6 pôles pour vous fixer un petit peu l'écosystème, la façon dont on est organisé. Il y a toute une équipe marketing client. C'est ici qu'un peu tout commence. C'est l'équipe qui est vraiment au cœur de la connaissance client. C'est ceux qui sont à l'analyse des données, qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu les chercheurs, c'est la base de tout et c'est un peu le centre de tout l'écosystème du marketing. Ensuite, on a une équipe qui est design et style, qui est vraiment, eux, ils définissent la direction artistique, le lien entre l'image qu'on imagine pour la marque et nos produits. C'est vraiment la plume, c'est le ton et c'est en fait l'expression visuelle d'Alinea. On a une équipe merchandising qui, eux, vont imaginer l'expression émotionnelle que nos clients vont ressentir dans nos 35 magasins partout en France. Donc, c'est eux qui donnent vraiment cette expression, ce ressenti, ce visuel qu'on va retrouver un peu partout. On a une équipe évidemment e-commerce, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Eux, c'est de s'assurer la présence et la performance commerciale à la fois sur notre site internet, mais sur toutes nos plateformes digitales aussi. Et leur mission, elle est vraiment d'optimiser l'expérience digitale, où qu'elle soit, pour qu'elle soit fluide, agréable et simple pour nos clients. Ces 3 mots, ils sont assez peu compliqués. Vous allez voir qu'il y a encore un peu de travail, mais c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Et on a encore 2 pôles. Le pôle communication. Eux, ils imaginent, produisent et diffusent chaque contenu qu'on va construire. Et ils pilotent l'influence aussi digitale, les relations presse pour la marque. Et pour finir, c'est l'équipe média. Eux, leur travail, c'est d'amplifier chacune de nos prises de parole au bon endroit, au bon moment, à travers une stratégie précise, ce qu'on appelle l'audience planning, pour nous assurer que les investissements en paid média vont chercher les bonnes personnes au bon moment. Combien de personnes ça représente? Ça représente une 40aine de personnes aujourd'hui. Et combien de personnes dans la salle? Ils sont 6 à peu près. Ah. C'est ceux qui tiennent les téléphones qui me font rougir. Et ils sont tous venus d'Aubagne ou vous avez la chance d'avoir différents sites? Non, ils sont que tous d'Aubagne. Mais c'est la meilleure ville du monde en fait. 40 000 habitants, tout près de Marseille, pas très loin des Calanques. Vous avez de la chance. On est pas mal. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre après. Tu recrutes en plus? On recrute oui, actuellement. On a 2-3 postes ouverts. Ah, très bien. Sur le social commerce justement. Donc, c'est le bon sujet. Et donc, pour peut-être finir un petit peu notre ambition marketing, parce que j'ai vu beaucoup de mains levées au début, tout le monde connaît un peu la marque, mais aujourd'hui, l'ambition, elle est de positionner Alinea comme référence du design accessible et de l'inspiration française. Et pour ça, en fait, l'objectif, c'est de créer une connexion émotionnelle, non seulement avec la marque, mais aussi avec nos produits, pour améliorer la performance commerciale. Et le 3e point pour nous, c'est de placer nos produits vraiment au centre de ce qu'on fait pour que la prochaine fois que vous pensez à Alinea, vous puissiez vous dire je vois les produits qu'ils font et je comprends exactement ce que ça représente pour nous. Donc voilà. On pense à Alinea quand il s'agit de meubler sa maison, déménager, changer de look, devenir plus sustainable. C'est quoi le déclencheur pour les clients puisque le salon c'est All for Customer? Tout moment, ça peut être un moment à la fois de chercher d'une inspiration pour la décoration, ça peut être un anniversaire, vous avez besoin d'un cadeau pour faire un beau meuble, un vase, un vase. Ça peut être un moment d'imaginer de refaire une pièce pour votre intérieur ou tout simplement rafraîchir. Aujourd'hui on a la saison du jardin qui commence. Alors il fait beau aujourd'hui à Paris mais pas un peu partout, mais ça peut être à tout moment de l'année. Donc les visuels, là, tu nous as présenté des iPhones ou des mobile phones. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, déjà, on a une actualité un petit peu forte en ce moment. Là, ça fait depuis 3 mois qu'avec toute l'équipe, on travaille pour relancer toute une campagne de communication autour de ce qu'est Alinea pour les Français. Et donc, on a une campagne qui s'est lancée la semaine dernière, à la fois en télé, en affichage, en presse, en radio, en mobile et en social media. Et ce sont quelques visuels que je vous ai mis sur des écrans. Tout ça, donc omnicanal. C'est l'idée. Super. Et quel est le canal qui a le meilleur taux de transformation? Aujourd'hui, ça reste le magasin qui amène à une transformation la plus importante. On aimerait que ça soit le digital, mais pour l'instant, le taux de transformation magasin est bon. Combien de magasins? 35, un peu partout en France. Super. Et donc le mobile phone est un outil pour faire connaître avec des présences sur les réseaux sociaux et des influenceurs dont vous allez nous parler un peu plus tard. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Carole, présente-nous un peu l'activité, s'il te plaît, de Personal Finance chez BNP. Alors, BNP Paribas Personal Finance, c'est une filiale du groupe BNP Paribas. Et en France, on opère avec la marque CTLM. Donc, vous nous connaissez tous dans nos activités B2C avec le petit bonhomme vert et les publicités qui font sourire, qui nous ont fait sourire pendant des années.
Donc on a une activité B2C et une activité B2B où on accompagne les commerçants dans l'accessibilité des produits. Parce que le sujet accessibilité, c'est un sujet clé actuellement. Je ne sais pas si vous savez, mais on a un observatoire chez CTLM qui étudie la consommation des ménages. Et aujourd'hui, la consommation de biens et de services n'est pas au beau fixe. En France, on a 17,7% de taux d'épargne. On a Est-ce que c'est le plus haut taux d'Europe? Exactement. On est dans le taux d'épargne le plus haut d'Europe. On a des budgets de ménages qui sont condensé avec une partie qui est fixe, liée à à l'hébergement, aux impôts et autres. On a des Français qui consomment de plus en plus dans les loisirs, dans la boisson, dans les bars, etc. Lorsqu'on voit cette partie de consommation des ménages. Et la partie pour l'achat de biens et de services tels que de l'ameublement, de l'habillement se réduit énormément. Donc tous les jours, on rencontre des commerçants qui nous disent « mais moi, mon chiffre d'affaires, il n'arrête pas de baisser parce que justement, ce budget consacré à l'achat de biens et de services diminue. » Et donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les commerçants pour rendre accessible justement cet achat de biens et de services. Et tu as remarqué qu'il y avait certains montants qui étaient psychologiquement des seuils pour la consommation, autour de 100 €. Exactement. En fait, dès que vous proposez des meubles, de l'habillement au-dessus de 100 €, vous rentrez dans des achats réfléchis et planifiés. Dès que vous êtes en dessous de 100 €, là, vous êtes dans des achats plus instantanés. Donc, la mensualité de 100 € est clé. C'est-à-dire qu'on voit ça dans le secteur de l'habitat. Par exemple, BNP Paribas Personal Finance finance la rénovation énergétique, la rénovation de maisons en tout genre avec des partenaires nationaux. Et on voit que dès qu'on dépasse les 100 € de mensualité, on a un processus de décision qui est beaucoup plus long et donc un taux de conversion qui est beaucoup plus faible. Donc 100 €, c'est la barrière psychologique, le seuil Exactement. acceptable pour la consommation, aussi bien en crédit qu'en achat spontané. Et du coup, toi, tu proposes des solutions à tes partenaires quand tu leur dis, ben voilà, aussi bien pour un mariage, on va en parler tout à l'heure. On en parlera, oui. Que pour l'achat d'un téléphone ou d'une autre une voiture, c'est un seuil qui est le déclencheur. C'est un seuil clé, c'est la barrière de 100 €. 100 €, c'est en dessous, on est dans de l'achat instantané, on est dans de l'achat qui se fait rapidement. Au-delà, ça devient de l'achat réfléchi. Donc c'est aussi pour ça, et je te remercie Cécile d'être là, parce qu'après on vous présentera comment on s'inclut dans ces tunnels de transformation et comment on aide les commerçants justement dans leur tunnel de transformation à partir de l'acquisition sur les médias sociaux jusqu'à la vente finale. D'accord. Et donc chez vous, vous faites du social commerce aussi? On fait du social commerce. On accompagne beaucoup nos commerçants justement dans le social commerce. Et vous avez une mascotte, c'est ça? On a une très belle mascotte. Vous la connaissez, j'imagine. Voilà. Je suis pas sûre. Qui connaît la mascotte CTLM? On lève la main. Ah, presque la moitié de la salle. Tu as de la chance. Parce que la notoriété n'est pas toujours si non, mais je pense que si on la montre, tout le monde la reconnaîtra. Mais en l'évoquant, c'est plus difficile. Très bien, je te remercie. Robin, donc peux-tu nous parler de la FEDMA? Oui. Merci beaucoup. Alors, juste vraiment pour mettre un peu en contexte, donc moi je représente la FEDMA, la Fédération européenne du data et marketing. Donc, comme l'a dit Cécile, on est une association basée à Bruxelles et on fait surtout du plaidoyer auprès des institutions européennes. Donc, j'ai vraiment un autre on va dire, angle par rapport à toute cette thématique. Nous, ce qui nous intéresse vraiment à la FEDMA, c'est la protection des données et la privacy. Ensuite, toutes les thématiques européennes, toutes les lois qui ont trait à ça dans le marketing. Donc il y a évidemment le RGPD qui est un peu la pointe de l'iceberg, mais alors on a aussi le AI Act qui est passé l'année passée, le DSA, le DMA, je vais en parler un peu plus après. Mais donc nous vraiment ce qu'on fait, c'est on fait du suivi de ces thématiques pour nos membres, pour justement assurer une conformité à la législation européenne et surtout une conformité nationale. On va le voir et vous
probablement vous le savez aussi, c'est très difficile pour une organisation, une PME, une start-up, etc., d'être conforme, non seulement dans un pays, mais dans plusieurs pays, même au sein de l'Union européenne, parce que l'application de la loi est différente. Et alors, juste un petit point, on a aussi un programme qu'on vient de lancer sur les start-up, justement, enfin pour les start-up, pour les soutenir. On a vraiment un besoin de soutien à l'innovation européenne, et donc on essaie vraiment d'étendre notre expertise de 27 ans déjà à Bruxelles, auprès des institutions européennes, pour les startups, pour les soutenir dans leurs besoins en protection des données. Ça, c'est un peu pour mettre en contexte. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui d'abord, c'est mettre un peu des chiffres, mettre un peu de la viande autour de l'os, comme on dit. Voilà. Redis-nous cette expression qu'on ne connaît pas forcément. C'est une traduction littérale de l'anglais. Put meat on the bone, mettre de la viande sur l'os. Voilà, je ne sais pas, pour étoffer, on va dire, la conversation. Donc je voulais juste partager quelques statistiques sur où on en est avec les réseaux sociaux, le social commerce, etc., l'e-commerce. Donc voilà, comme vous voyez sur l'écran, donc c'est 86% des utilisateurs qui ont effectué un achat en ligne le mois dernier. Alors moi, j'arrive pas à voir les différents pourcentages là, mais vous voyez en fait à l'intérieur, c'est le temps quand est-ce qu'ils ont fait un achat. Donc c'était 86% le dernier mois, et puis les 3 à 6 derniers mois, et puis au-delà de 6 mois, ou 1 à 3 mois, et puis 3 à 6 mois. Vous pouvez voir vraiment que on est vraiment dans l'instantané. On voit aussi l'essor par exemple du live shopping, où il y a une vidéo sur Instagram, sur TikTok, etc. Et il y a des ventes qui se font sur le moment même. Et alors, l'autre partie donc, du premier graphique à gauche, c'est le coût. Qu'est-ce qui est vendu en termes de catégorie de coûts? Et alors ça rejoint très fort ce que tu disais, Carole, par rapport à cette barre symbolique des 100 euros, 100 $, ça dépend évidemment. C'est de voir, forcément plus c'est cher, moins il y a de ventes, en tout cas dans les catégories de manière macro. Et donc c'est ça qui est très important. Et alors, l'autre graphique qui est vraiment hyper intéressant, c'est de voir un peu où se trouvent les différentes plateformes de social commerce sur base de 2 générations spécifiques, les millennials, donc qui sont nés entre 81 et 96, ou 96 je devrais dire, et la Gen Z de 97 à 2012, plus ou moins. Et donc on voit vraiment la différence de plateforme. Donc par exemple, YouTube continue à dominer pour la découverte pour la Gen Z avec 70%, et les 63% avec les millennials. Tu peux nous traduire s'il te plaît? Pardon, 70, excuse-moi. Oui, j'ai pas pris mon dictionnaire franco-belge. Et alors, on voit par exemple que la Gen Z, par exemple, elle va favoriser Instagram et TikTok, alors que les millennials, ils sont encore plus sur Facebook. Alors après, il y a toute une autre série, etc. Mais c'est important, et je pense que pour une marque, et c'est là vraiment peut-être où je vais rejoindre plutôt ce qu'Adrien va dire, c'est lui l'expert, mais comment se positionner sur quelle plateforme en fonction de l'âge de votre audience, qui est vraiment votre audience cible. Tu peux revenir sur le public qui est dans la salle, qui n'est pas forcément Gen Z. Qu'est-ce qu'ils consomment? Où vont-ils? Sur quels réseaux sociaux pour faire du social commerce? Alors, Gen Z, clairement, c'est comme le montre, c'est 60% c'est sur Instagram et 55% sur TikTok. Donc, ça reste vraiment les plateformes principales après YouTube, qui reste quand même la première pour ces 2 générations. Et alors, peut-être aussi important de marquer, de préciser, c'est que les priorités des acheteurs, en fait, on pourrait croire que c'est le prix, mais ça, c'est la 3e priorité. La première priorité des acheteurs, c'est la vitesse et la fiabilité de la livraison, avec 58%. Donc, évidemment, ça dépend du produit. Si c'est un service, il n'y a pas forcément de livraison, mais c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, pour toutes les marques, pour toutes les associations, les organisations qui sont dans la salle et dehors, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre la priorité. Et la deuxième priorité, c'est le système sécurisé de paiement. Alors ça, on le voit probablement avec les problématiques sur la cybersécurité, les lois anti-piratage, etc. C'est la 2e priorité des consommateurs, et ce n'est que la 3e priorité qui est le prix compétitif du produit. Donc par rapport à ce que tu disais sur vraiment comment positionner une marque en termes de prix, évidemment le prix ça reste primordial, mais il y a d'autres choses qui doivent vraiment se mettre en place pour rester compétitif par rapport à d'autres organisations. Donc notamment la logistique avec la rapidité de livraison entre le moment où la décision d'achat
et l'arrivée dans la boîte aux lettres avec vraiment la stratégie du dernier kilomètre. Exactement. Et on le voit, il y a même au-delà de l'essor du live shopping, il y a aussi, je ne sais pas si c'est déjà le cas à Paris, mais par exemple, il y a certains services qui proposent la livraison de produits le jour même. Je ne parle pas de Deliveroo et Uber Eats, etc., mais des plateformes de e-commerce type Amazon, etc., où normalement on est quand même sur une semaine, peut-être quelques jours ouvrables. Eh bien, il y en a, je sais qu'aux États-Unis, c'est très commun maintenant de voir, voilà, j'ai besoin d'un téléphone ce soir, je vais le commander en ligne et je l'aurai dans ma boîte aux lettres ou chez moi dans l'heure. Je peux te confirmer que ce n'est pas simplement aux États-Unis, mais aussi en Asie que je connais bien, ou effectivement et en Inde, où il y a l'engagement d'être livré dans les 3 heures. Et on a Alex qui est dans la salle, qui vient de Singapour et qui peut nous le confirmer également. C'est hyper rapide. Donc en fait, le combat se passe non seulement au niveau du contenu, du prix, mais aussi de la rapidité et de la logistique. Exactement. Très intéressant, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a fait cette overview sur vos métiers et quelques statistiques pour commencer, on va regarder quel est l'impact des plateformes et des influenceurs. Et on a quelques exemples que tu nous as préparés, Carole, sur ton activité, notamment avec certaines plateformes qu'on ne connaît pas forcément si on est déjà marié ou déjà divorcé ou déjà occupé par autre chose, on va dire, mais qui sont des plateformes hyper importantes. Et notamment, tu as travaillé une plateforme en faisant beaucoup de tests que tu vas nous révéler. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Et j'ai besoin de l'aide de Marco et Grégory, s'il vous plaît. Parce que là, voilà, mon pouce est très entraîné à appuyer très fort, mais ça ne fonctionne pas assez vite. Donc tu nous présentes un site qui s'appelle... Quel suspense. Oui, un grand suspense. Surtout que je pense que c'est pas le bon ordinateur. Le slide, c'est le magnifique slide avec le petit crédito qui sourit. C'est pas celui-là. Voilà. C'est toi qui l'as pris en charge. Hein, et c'est moi qui ai pris en charge, c'est moi qui ai fait la modification et c'était pas le bon. Non. Voilà. Donc on revient en arrière. Ouais. Mais comment ça nous en tout cas, je vais vous en parler. En fait, chez CTLM, on accompagne les grands moments de vie. Les grands moments de vie, c'est le mariage, le moment où on fait des travaux, le moment où on va déménager, où on achète une voiture, tous ces moments-là. Et il y a 2 ans, sur notre activité B2C, on s'est dit, on va aller chercher les ménages français sur les carrefours d'audience de ces grands moments de vie. Et quels sont ces nouveaux carrefours d'audience ? Eh bien, on les a étudiés. On a fait des scans de ce qui existait sur le web et ce qui existait comme marketplace. Et on a découvert plein de super marketplaces sur les grands sujets qui nous intéressaient. Alors, on va bientôt voir le slide sur... Ah il a disparu ce slide. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Bon, je vais continuer mon discours. Donc on va dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un événement très important, un événement de Voilà. Par exemple, ces grands moments de vie, c'est le mariage. Est-ce que vous savez combien de Français font un crédit pour se marier ? Alors je vous pose la question et je connais la réponse. Ou est-ce que vous avez... C'est plus les parents qui payent en fait. Ou sinon, est-ce que vous avez pris un crédit conso pour votre mariage ? Alors ça, je connais la réponse. Personne ne va répondre oui. Parce qu'on s'est renseigné, c'est le sujet tabou en France. Personne n'avouera qu'il a pris un crédit conso pour son mariage. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a un Français sur 5 qui prend un crédit conso pour payer son mariage. Un Français sur 5. Et que le montant moyen emprunté, c'est 15 000 €. Voilà. Donc pour nous, c'est quand même un gros sujet. C'est un gros sujet de financement, c'est un moment où les Français nous attendent et où on doit être là. Donc, lorsqu'on verra le beau slide, on verra qu'il y a une marketplace en Europe
qui rassemble 9 mariages sur 10. C'est-à-dire que les mariés, lorsqu'ils organisent leur mariage, on en a 9 sur 10 qui passent par mariage.net. 9 sur 10, c'est énorme. Ils ont racheté toutes les marketplaces qui existaient dans chaque pays et 9 mariages sur 10 aujourd'hui passent par mariage.net. Et en plus, un mariage sur 5 à crédit avec 15 000 €. Donc on prend une petite calculatrice et on s'aperçoit que c'est quand même vachement intéressant pour nous. Donc il y a 2 ans, on a signé un partenariat, enfin non, on l'a initié, on vient de le signer, un partenariat européen justement pour accompagner... Pardon ? Ah non, mais non. Ah voilà, il est là. On a passé un partenariat européen pour accompagner tous les Européens en France, en Italie, en Espagne et dans les autres pays pour accompagner les mariés et pour leur proposer vraiment la solution dont ils ont besoin parce que soit ils financent une partie de leur mariage, soit la totalité, ou etc. Mais on est là au bon moment. Donc ça, c'était le premier sujet, c'est aller chercher les Européens où ils sont et où ils ont besoin de nous. Parce que sinon, ils font des recherches par d'autres canaux. Et le donc deuxième toi, sujet, tu leur proposes une facilité de paiement, en fait. Exactement. Je leur propose de souscrire un financement pour payer une salle, pour payer une voiture, enfin pour... Et ça, c'est grâce au social commerce, au e-commerce. Ça ne pouvait pas se faire avant. En fait, ça existait déjà, mais le processus était compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont sur ces marketplaces pour organiser le mariage et ensuite, ils devaient aller sur le site de CTLM pour aller souscrire à un financement, etc. Enfin, tout le parcours n'est pas simple. Donc là, on leur propose directement sur le site de mariage.net la solution dont ils ont besoin. Donc pour bien comprendre pour la salle, quand on parle de e-commerce à la vitesse de la lumière, c'est parce que tu leur as facilité l'acte d'achat, la prise de décision et le paiement. Pourquoi ça intéresse mariage.net ? C'est parce qu'ils ont là des clients qui ont une solution complète et aussi qui ont les moyens de financer une salle, qui ont moyen de financer une robe ou un fleuriste à Bayonne, par exemple. Voilà. L'autre sujet, l'autre grand moment de vie, une fois qu'on s'est marié, qu'est-ce qu'on fait ? On emménage et on fait des travaux. Et donc là, on a scanné toutes les marketplaces de travaux en France et on a choisi de travailler avec les meilleurs marketplaces de travaux et notamment avec Habitat Presto. Habitat Presto, c'est 8 millions de visiteurs chaque année, c'est 80 000 dossiers de devis demandés. Et pareil, on est dans le parcours client pour justement proposer du financement lorsqu'on en a besoin. Parce que le sujet travaux, c'est un sujet aussi sur lequel... on sait tous qu'au début, on se dit pour rénover ma cuisine, j'aurais besoin de 10 000 €. Et à la fin, c'est plutôt 15 000 € dont j'ai besoin. Donc, il manque 5 000 €, il faut les trouver quelque part. Donc là, on apporte la solution de financement pour justement continuer le projet. Est-ce que les influenceurs ont un rôle à jouer dans cette partie décision, acte d'achat sur le social commerce ? Parce qu'on voit beaucoup d'influenceurs. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment rémunérés. Et on se dit, est-ce qu'ils ont un vrai rôle et est-ce qu'ils vont jusqu'à l'acte de vente ? Alors, justement, sur les travaux, on a travaillé avec Jessie la carreleuse. Alors, ça va vous faire rire. C'est une carreleuse qui fait des vidéos et qui explique qu'elle a refait sa maison. Et justement, qui expliquait que, au bout d'un certain temps, pendant son projet de travaux, elle avait besoin de financement et qu'elle s'était rapprochée de CTLM pour pouvoir finir son projet. Donc Jessie la carreleuse, elle a juste fait ça sur sa communauté ou plus largement ? Alors, c'était sur sa communauté. Derrière, on a mesuré les impacts. Mais oui, on fait des campagnes avec des influenceurs. Est-ce que vous mesurez un effet rebond ? Effet rebond. Alors, on en parlera un petit peu après. Parce que j'ai prévu ce sujet-là. Mais oui, ça a un impact, les influenceurs ont un impact fort sur nos ventes en B2C et en B2B. Merci. Adrien, est-ce que vous utilisez les plateformes et les influenceurs, justement, puisqu'on est sur ce sujet ? Oui, tout à fait.
Alors aujourd'hui, on travaille à la fois avec des influenceurs nationaux, donc qui vont nous amener toute la partie notoriété et considération, donc plutôt un peu comme la vision un peu plus globale. Mais aussi, on travaille avec des influenceurs plutôt locaux, qui sont proches de nos magasins, dans les 35 zones de chalandise de nos magasins, pour amener de la connexion à l'activité locale du magasin. Et en fait, c'est cette combinaison qui permet d'avoir, pour nous en tout cas, de meilleurs résultats au quotidien. Et ce qu'on note, par exemple, c'est qu'on a fait une campagne autour des vacances, autour de Noël. Et en 10 jours, on a eu autant d'engagement qu'on a en 3 mois, en fait, avec du média, j'ai envie de dire, normal, entre guillemets. Ah oui, en 10 jours, vous avez eu l'effet dans 3 mois. Et vous avez choisi vous-même les influenceurs ou vous les rémunérez ou comment Tout ça à se fait. passe? Alors on les a sélectionnés, on leur a proposé un brief à peu près assez clair. Mais après, il faut savoir que c'est des professionnels, donc c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. C'est vraiment, on leur donne un brief qui est assez clair, mais on leur laisse une capacité d'être complètement créatifs sur la façon dont ils veulent s'exprimer, pour qu'ils puissent aller en magasin, choisir les meubles, la décoration qu'ils veulent exposer et dont ils veulent parler, et ensuite les intégrer dans leur vie et dans leurs histoires personnelles. Parce que c'est ça qui est important. Nous, on ne cherche pas à ce que la marque s'invite chez eux, on cherche plutôt qu'ils invitent la marque sur leur plateforme. Donc il faut à la fois, je pense, trouver l'équilibre entre trouver les bonnes personnes qui vont comprendre ce qu'on essaye de faire, mais aussi leur laisser la liberté créative, comme on le fait avec tous nos partenaires créatifs au quotidien. D'accord, donc vous, votre brief, il consiste en quoi vis-à-vis des influenceurs? C'est leur donner un cadre sur cette période. On aimerait que vous parliez plutôt de ça. Il y a quelques exemples, c'est plutôt cette collection. Allez-y, et si vous pouvez le faire ce jour-là, c'est bien. Sinon, dites-nous quand est-ce que vous allez le faire et on leur laisse un peu de cadre. Ça, c'est pour la partie nationale. Pour la partie locale, c'est plus de l'incitation à aller régulièrement en magasin, montrer les produits et connecter en fait le client pour qu'il se projette, il commence à se projeter dans voir le meuble ou la décoration chez lui. Parce que ce qu'on note, c'est que sur les contenus qui sont produits, qui sont faits où on arrive à plus se projeter, qui vont aider nos audiences à se projeter, donc moins inspirant mais plus concret, on a un engagement qui est entre 40 et 60% supérieur à la moyenne de nos posts. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de créer, un petit équilibre entre les deux. D'accord. Et donc votre équipe dans la salle qui est en charge du e-commerce peut vous donner des résultats sur ce fameux effet des influenceurs sur les ventes, parce qu'on se demande toujours si c'est vraiment plus que l'influence, si c'est de l'acte d'achat. Alors tout à fait. Alors non seulement ils sont là à la recherche de la partie données, mais ils sont surtout là en amont pour se dire quelle est l'importance, quels sont les signaux qui sont importants pour nous, qu'il va falloir capter pour comprendre pour répondre à un besoin. Le travail d'un marketeur, c'est de faire quoi? C'est d'écouter, de comprendre ce qu'on entend et de répondre. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et c'est ça le travail que cette équipe elle fait. Donc c'est vraiment réfléchir à ça, comprendre ce que nos clients cherchent, comprendre ce que nos prospects, donc les gens qui ne nous connaissent pas encore, ont besoin, pour qu'on puisse y répondre avec la bonne histoire, la bonne inspiration, ou alors tout simplement un produit très simplement qu'on peut acheter très simplement. Parfait. Robin, quelques chiffres sur l'influence des réseaux sociaux et sur, bien sûr, les statistiques. Oui, absolument. Alors, ça va être une surprise si la slide va apparaître ou pas, mais donc, juste pour mettre un peu en contexte aussi par rapport aux statistiques globales, bon, ça c'est peut-être pas une surprise, mais le mois passé, en février 2025, il y avait 5,24 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde. Donc ça représente 63,9% de la population, ce qui est quand même extraordinaire en termes de potentiel. Et alors en termes des différentes plateformes, je vais me concentrer sur 3 principales, TikTok, Facebook, Instagram, et Snapchat aussi qui peut-être revient un peu à la hausse. Je ne sais pas combien de personnes sont... C'est quelque chose qui était très connu il y a une quinzaine d'années et puis maintenant qui revient un peu sur le devant de la scène. Mais donc sur TikTok, c'est 2 milliards d'utilisateurs, dont 200 millions en Europe. Voilà. Ça arrive. Voilà, ça. Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 400 millions en Europe. Et Instagram, c'est 2 milliards dans le monde et 270 millions en Europe. Et sur Instagram, c'est important quand même de préciser que 90% des utilisateurs suivent au moins une entreprise ou une marque. Instagram, c'est vraiment un outil au-delà de s'envoyer des stories ou des DM et des trucs du genre à des copains. C'est aussi suivre les marques. Et donc, c'est vraiment une plateforme privilégiée pour tout ce qui est brand activation et développement. Donc, activation et développement de la marque. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que
le pen rate, donc le taux de pénétration, donc j'avais dit c'est 63,9% dans le monde, mais le taux de pénétration de tous les continents, de toutes les régions est le plus haut en Europe. Donc on parle d'une moyenne entre 78 et 80% en fonction de la région européenne. Ça reste quand même le continent avec la plus forte pénétration des réseaux sociaux. Donc là c'est un petit peu, je vois que c'est un peu caché par le logo. Et juste pour mettre un peu en contexte, donc 63,9 c'est le taux de pénétration, on va dire global, 80% plus ou moins en Europe. Aux Pays-Bas, on parle de 92% de taux de pénétration. Donc c'est quand même impressionnant. Et la France suit de près. Aussi, donc le graphique là avec les lignes bleues. Ok. Il y avait un graphique bleu avec donc différentes statistiques. Ça, c'était le pourcentage de la population de 16 à 74 ans qui avait acheté des biens en service en ligne en Europe ces 6 dernières années. Donc ça va de 2019 à 2024. On voit vraiment une hausse constante de quelques pourcents et ça ne fait qu'augmenter. Donc il n'y a pas de raison de croire que ça va augmenter encore cette année et dans les prochaines années. Quelques statistiques aussi vraiment chiffrées. Les ventes sur les réseaux sociaux devrait normalement rapporter plus de 1200 milliards en 2025. Donc c'est 1200 milliards. Donc voilà, hein, pour mettre un peu en perspective. Et il y a des estimations que ça pourrait monter jusqu'à plus de 8000 milliards d'ici 2030. Donc ça, c'est le chiffre de vente, vraiment, donc de retour sur investissement pour toutes les marques qui vendraient sur les réseaux sociaux. Aussi préciser peut-être pour TikTok, qui viennent... TikTok, oui. Qui vient de lancer hier, ou ces 2 derniers jours, TikTok Shop, donc, qui est leur propre magasin de e-commerce sur la plateforme, avec 61% des utilisateurs qui achètent déjà directement là-dessus. Ils viennent de lancer dans plusieurs pays clés en Europe, dont la France. Donc c'est quelque chose, évidemment, forcément c'était hier, donc on n'a pas encore de statistiques vraiment là-dessus, mais c'est quelque chose qui va vraiment se diversifier aussi dans le futur. Aussi, pour revenir sur peut-être quelques statistiques chiffrées, il y a 28 millions de boutiques en ligne dans le monde. C'est 2,9% de plus qu'en 2024. Ça veut dire que 2162 sites de e-commerce ont été créés chaque jour entre 2024 et 2025. Alors, chaque jour. Je précise que la moitié sont aux États-Unis, ou en tout cas américaines, mais qui aussi peut-être vendent à l'étranger. Mais ça montre le potentiel énorme de vente sur les réseaux sociaux. Et alors, la dernière statistique, c'est le nombre, donc 62% des achats en ligne seront faits sur smartphone dans les prochaines années. Donc, ça montre l'importance d'avoir un site responsive. Alors, j'ai pas trouvé de traduction franco, même belge là-dessus. Mais responsive, je crois que ça marche pour tout le monde. Donc c'est vraiment important d'avoir un site qui marche sur toutes les plateformes, enfin tous les outils, que ce soit tablette ou smartphone. Et alors le dernier là en bas à droite, ce sont les 3 outils les plus utilisés par les internautes sur les sites de e-commerce et de social commerce. Ça vient d'abord le support chatbot. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup qui a été parlé de IA, d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est peut-être pas l'objectif aujourd'hui, enfin lors de ce panel, mais c'est important d'avoir ça montre vraiment la valeur ajoutée d'utiliser ça. Le deuxième, c'est la guide détail pour les vêtements. Bon, ça forcément pour les meubles, peut-être moins, quoique peut-être pour mesurer les meubles dans son appartement, etc. C'est aussi une opportunité. Et alors la troisième chose, c'est les recommandations des produits générés par l'intelligence artificielle avec 26%. Donc ça, ce sont les 3 outils les plus utilisés, en tout cas c'est l'année passée. Et c'est quelque chose vraiment qui va ne faire qu'évoluer avec tous les développements technologiques évidemment auxquels on fait face en ce moment. Merci. Et Carole, tu peux rajouter quelque chose peut-être sur le gaming? Air fryer. Oui. Alors, sur le gaming précisément... Puisque c'est un des indices dont Robin nous a fait un beau panorama, mais on n'a pas parlé de air fryer. Alors, moi, ce que je voulais parler je savais parler de air fryer parce que vous connaissez tous les air fryers de Ninja. Qui est-ce qui en a acheté? Voilà. Vous faites partie des 2,6 millions de Français qui, en 2024, ont acheté un air fryer. Alors, moi, il y a 3-4 ans, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais moi, je ne connaissais pas du tout les air fryers. Et j'avais aucune envie d'acheter de air fryer. Et alors, en fait, c'est un partenaire qui m'a parlé du air fryer
enfin, je connaissais, mais il me dit, mais Tu n'as pas d'action dans la marque, hein, rassure-nous. Hein. aucune action dans la marque. Et c'est ce partenaire qui me dit, mais on s'est fait complètement déborder, enfin, on n'a pas vu venir la chose, l'air fryer de Ninja. Et alors, donc je me suis intéressée à cette question. Pourquoi je vous parle d'air fryer ? Parce que air fryer, qu'est-ce que c'est ? C'est 100% de l'acquisition via les réseaux sociaux, via TikTok. Et si vous allez par exemple voir leur page d'affiliation, par exemple sur Win, vous allez voir qu'ils ont un modèle de rémunération des influenceurs ultra généreux, et avec 2 ans de programmes social média ultra puissants, en 2024, ils ont réussi à vendre 2,6 millions d'air fryer. Et alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que en fait nous chez CTLM, donc dans notre activité B2B, très très régulièrement on rencontre des grands commerçants qui nous disent mais là on est en train de complètement se faire dépasser par des marques qui viennent d'Asie ou d'ailleurs et qui sont en train de faire de l'acquisition via des sociaux médias et aidez-nous pas à faire des campagnes social médias parce que c'est pas notre spécialité, mais à changer et à améliorer notre taux de conversion. Parce que nous, notre métier, qu'est-ce que c'est ? C'est rendre accessibles les produits pour ensuite augmenter le taux de conversion en fin de tunnel. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on peut montrer une des dernières opérations qu'on a faites online. J'ai pas la main. T'as pas la main ? Ok. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir aussi si chez Alinea, en tout cas peut-être pas Alinea directement, vous faites du gaming, mais est-ce que vous y croyez, vous, à titre personnel, Adrien, en fonction de tout votre passif de directeur marketing chez Nike, et vous avez d'autres personnes dans la salle qui ont travaillé aussi chez Nike, mais voilà, avec votre vision plus globale et internationale, est-ce que vous pensez que le gaming est un bon outil sur le social commerce ? Allô, oui. Alors, je pense que c'est une très très bonne question qu'on se pose un peu tous. Et peut-être pour reprendre le lien un peu entre ce que Robin et Carole partageaient, ce qu'on voit, c'est que les frontières entre le social, le commerce, le divertissement, le jeu, elles sont en train de se merger progressivement. Et en fait, avant, on avait toujours un consommateur qui voulait faire ces choses-là, mais qui ne pouvait pas le faire. Et aujourd'hui, on arrive à le faire en fait complètement intégré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'exemple de l'Air Fryer fonctionne bien ? C'est qu'on a envie d'être sur la même plateforme pour se divertir, pour avoir une interaction sociale, pour pouvoir acheter et pour pouvoir après parler du produit qu'on a acheté. Et ça, aujourd'hui, l'exemple de TikTok, c'est parfaitement ce qu'il propose. Et donc, quand on va dans la même veine, aujourd'hui, on sait que le monde du gaming, c'est plus du tout un monde à part. C'est vraiment un phénomène qui existe clairement, avec une audience, avec vraiment des audiences qui sont aussi fortes que tout ce qu'on a dans ce qu'on appelle le sport en réel, entre guillemets. Donc, c'est des choses, c'est clair qu'il faut garder un œil dessus. Alors, pour nous, en tant qu'Alinea, c'est pas un sujet fondamental du quotidien, mais notre travail de marketeur, c'est de garder un peu un œil sur les perspectives du futur aussi. D'accord, donc vous le gardez en route, et je pense que surtout sur la nouvelle génération, on en a parlé beaucoup ce matin, ça peut être un levier, surtout s'ils jouent beaucoup sur le social commerce. Très bien. Par contre, pour réguler tout ça, il nous faut des règles. Au niveau, on s'aperçoit qu'il y a des sites qui se jouent pour forcément le jeu. On s'aperçoit qu'il y a un impact qui peut être très négatif sur la planète. Donc, quelles sont les règles qu'il faut mettre en place et quels sont les projets au niveau de l'Union européenne ? Grégory, sur la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, pour la législation européenne, qui est vraiment, enfin, comme j'avais expliqué au début, c'est vraiment ce qu'on suit nous à Bruxelles. Voilà. Bon, c'est pas la, mais vraiment pour faire court, parce qu'il y en a beaucoup, j'aimerais juste spécifier quelques points, en particulier sur l'acte sur l'intelligence artificielle, le AI Act, donc qui est passé l'année passée et qui prend effet cette année. Il y a un point très important pour le marketing, c'est la labellisation. Donc le AI Act requiert une labellisation de tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est généré ou modifié par l'IA. Et alors c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en pratique. Voilà, j'imagine que vous êtes tous et toutes dans des canaux peut-être marketing différents, avec un objectif différent, mais on peut imaginer par exemple comment est-ce qu'on va labelliser une pub sur la radio.
à la radio, quelque chose qui n'est pas tangible. Est-ce que ça veut dire que toutes les pubs qui sont en ligne, est-ce qu'on va devoir marquer ceci a été généré par l'IA? Alors bon, évidemment, si c'est quelque chose qui prête à confusion, qui est de la désinformation, qui est mensonger, qui est fausseur, évidemment qu'il faut le mentionner. Mais on n'a jamais requis de demander à quelqu'un, à un créateur, de mettre qu'il y avait du Photoshop, enfin que c'était photoshopé. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait le même, enfin, pourquoi est-ce qu'on mettrait une transparence supplémentaire sur la labellisation pour l'IA? Donc c'est quelque chose qui, pour le marketing, va être un gros problème et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire passer auprès des institutions européennes. Voilà, donc voilà, il y a le Digital Fairness Act, ça c'est la dernière loi, le projet de loi au niveau européen, c'est pour un peu trouver les failles dans le système, mais on est déjà dans un contexte de surrégulation en Europe. Donc voilà. Le DSA, c'est sur la transparence pour les services numériques. Le DMA, c'est pour la compétition. On parle aussi beaucoup de concurrence déloyale. On n'en a pas beaucoup parlé là maintenant, mais c'est quelque chose évidemment qui est une priorité pour les législateurs. Toutes ces lois ont un objectif sain. Le problème, c'est est-ce que ça va être mis en application de la même manière et de manière saine? Et c'est ça vraiment la grande thématique et la grande problématique pour les PME. C'est comment se mettre en conformité au travers différents marchés européens. Je m'arrête là pour les... Oui, mais en fait, c'est très intéressant, surtout quand arrivent des plateformes comme Shein, comme Alipay qui existe déjà depuis un certain temps, qui ne payent pas forcément le même montant de TVA, donc une concurrence qui est quand même pas à jeux égaux. Donc comment vous faites et quelles recommandations que vous donnez notamment à vos membres? Et comment vous les défendez? Alors, défendre la concurrence déloyale, ça, on ne va pas le défendre, ça c'est sûr. Maintenant, bon, il y a des lois qui sont mises en place justement pour essayer de cadenasser ce problème de monopole. Mais voilà, la réalité est qu'il y a des acteurs qui peuvent se permettre de payer les amendes parce que les amendes seront moins d'argent que ce qu'ils vont gagner en termes de profit sur les ventes qu'ils vont faire de manière entre guillemets illégale. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à tacler. Pour la concurrence déloyale, il faut évidemment la tacler au niveau européen et au niveau national. Par rapport aux acteurs qui ne respectent pas, et pas seulement en concurrence déloyale, mais par exemple les acteurs non européens qui essaient de faire du business en Europe, là par contre les législations européennes peuvent vraiment avoir un impact important pour essayer de les cerner et de les jeter dehors, on va dire. Donc, à quoi les personnes, les e-commerçants qui sont dans la salle, doivent se préparer pour 2025-2026? Ben, voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Pour le AI Act, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Si vous utilisez l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre, c'est d'être transparent sur votre utilisation. Il faut vous assurer que les acteurs, les vendeurs, enfin les acteurs que vous utilisez qui ont des produits IA soient aussi en conformité. En général, s'ils sont en Europe, ils le sont ou ils devraient l'être. Mais c'est vraiment important parce qu'au final, la responsabilité, elle va aussi tomber sur l'organisation qui est face aux consommateurs. Et même si ce n'est pas la faute de cette organisation, c'est elle qui va en prendre un coup, en tout cas en termes de réputation. Très bien. On va passer à la partie conseil aux personnes qui sont dans la salle. Et donc, je vais vous demander de nous partager vos recommandations, justement, si vous voulez faire du social commerce ou du e-commerce. Et notamment, Carole, on commence par toi. Quels sont tes points pour faire un social commerce ou un e-commerce respectueux? Le sujet, c'est le premier sujet, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est la mensualité en dessous de 100 € par mois. Que ça soit une mensualité ou que ça soit un montant affiché, c'est en dessous de 100 € par mois. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a fait une grosse campagne sur TikTok, Instagram et tous les autres réseaux avec Apple pour le lancement du financement dans toutes les boutiques et online avec CTLM et la marque Apple. Et on a fait donc 2 campagnes. On a fait une campagne où on affichait un taux 0% et une autre campagne sur laquelle on affichait un iPhone à 56 € par mois. Et clairement, quelle est la campagne qui a marché le mieux? C'est la campagne avec 56 € par mois. Dès que vous affichez un montant accessible, vous allez exploser votre taux de conversion et vous allez rendre accessibles vos produits. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est faire des campagnes en osant afficher un prix, mais en dessous de 100 € par mois.
L'autre sujet, c'est donc afficher un montant plus qu'un taux, parce que si vous proposez du financement, le taux ne convertit pas, mais le montant convertit. Et aussi, c'est surtout, comme je vous disais, on rencontre beaucoup de grands e-commerçants qui, tous les uns après les autres, nous disent « Je suis en train de perdre des parts de marché parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas de campagne ultra active auprès de mes consommateurs et on est en train de me piquer mes consommateurs. » Donc ça, c'est le vrai sujet. Et on en parlait tout à l'heure avec Adrien. C'est un sujet clé. On n'a pas le choix, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, etc. On n'a pas le choix. Et alors, attendez, je suis devenue un peu myope, donc je ne me souviens plus de ce que j'avais écrit, mais grosso modo, c'est il faut y être et avec des offres accessibles. Voilà, parce que comme je vous disais en introduction, le budget des Français sur la partie consommation de biens et de services se réduit de plus en plus. Et si on ne va pas convaincre avec de l'accessibilité, eh bien, ce budget va passer en épargne, va passer en vacances ou en autre chose, mais pas en consommation. Robin, tes 3 conseils, 3 hashtags sur les do's et les don'ts. Oui, alors pas de surprise parce que je vois qu'ils sont déjà affichés. Mais donc pour moi, très rapidement, c'est d'appliquer une personnalisation, oui, mais conforme à la protection des données. Donc c'est important d'avoir une personnalisation pour vos clients, pour vos consommateurs, etc. Mais il faut que ce soit en conformité. Deuxièmement, d'utiliser la transparence sur vos données et vos processus comme un avantage compétitif. On est dans un monde justement où on est, et c'est pas moi qui vais vous le dire, la compétition, la compétitivité est primordiale. Et donc utiliser la transparence comme un outil pour mieux vous vendre par rapport à quelqu'un d'autre, notre organisation. Et troisièmement, d'être à l'écoute des solutions d'autorégulation. Il y a énormément d'associations et d'organisations qui travaillent sur l'autorégulation pour un peu compléter ce que la législation fait. La législation n'ira jamais aussi vite que les développements technologiques. Donc c'est important pour l'autorégulation un peu de combler l'écart entre ce qui arrive directement sur le marché en termes de technologie et la régulation qui forcément est à la traîne par défaut. Et alors les don'ts, de ne pas attendre pour vous mettre en conformité. C'est un peu ce que nous on essaie de faire avec notre programme pour les startups. Je sais que c'est pas toujours une priorité de se mettre en conformité par rapport à toutes les législations parce que c'est pas drôle, c'est pas une thématique positive on va dire à traiter. Mais il faut pas se dire on a le temps de le faire plus tard parce que plus vous attendez, plus ce sera difficile et plus il y aura des difficultés des obstacles à outrepasser. Ne vous focalisez pas sur une plateforme, ça on l'a vu, c'est important de diversifier, une communication omnicanale, on l'a parlé avec les différentes plateformes, etc. Faites comme Carole disait, de l'A/B testing par rapport à une pub avec 0%, une pub avec 56 €, enfin voilà, adéquat à votre marché et voyez ce qui marche le mieux. Et troisièmement, c'est que l'intelligence artificielle elle est partout, on le voit aujourd'hui, on le voit partout, et qu'il ne faut surtout pas attendre trop longtemps. Je ferai juste là-dessus l'exemple de Kodak, les photos qui ont fait faillite il y a quelques années parce qu'ils ont loupé le coche du digital. Ils se sont dit, non, mais on va tout le temps utiliser des je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est voilà, l'argentique, merci. Voilà, et ils ont dû fermer parce qu'ils ont loupé le coche. Donc voilà, c'est une autre thématique, mais n'attendez pas. Et ta recommandation sur le développement durable et la partie environnementale du e-commerce et du social commerce? Alors, environnemental, c'est vraiment un caractère clé parce que quand on parle d'IA, on parle très rarement du coût énergétique que ça a. Les cloud centers, donc les centres de données qui sont nécessaires pour stocker et utiliser cette data, c'est quelque chose de mirobolant. Et donc, il y a vraiment cette optique vraiment fondamentale. Et alors, il y a le caractère éthique de la data, donc de le faire de manière transparente, de le faire avec un concept de minimalisation, qui est un principe dans le RGPD, donc de ne pas collecter toute la data juste pour le fait d'avoir le plus de data. Il faut uniquement collecter ce qui vous sert vraiment en interne, ou en tout cas pour vos besoins. Merci. Tes conseils, Adrien, en mots-clés, effectivement, hashtag. Grégory, si tu peux nous mettre la slide d'Adrien
sur les doux et les dentes. Et j'aurai une question supplémentaire puisqu'on reçoit des questions sur la tablette. Et j'ai une question supplémentaire pour toi. Mais je te laisse déjà partager ton avis avec la salle. Merci. Alors déjà, j'en mettrai 9, il faut rajouter les 6, les 3 de Carole et les 3 de Robin aussi. Je pense que d'un point de vue un peu plus peut-être marketing macro, toujours mettez l'humain et l'écoute client au cœur de tout ce que vous faites, de votre stratégie, de votre réponse. En fait, notre travail à nous, c'est vraiment de connaître profondément nos clients et nos prospects, de collecter les données qui sont pertinentes et non pas toutes les données, mais soyez très transparent dans la façon dont vous le faites pour qu'une fois de plus, si ça devait vous arriver à vous, est-ce que vous seriez OK avec la stratégie marketing qui vous est appliquée, proposez des parcours qui soient personnalisés, qui répondent vraiment aux besoins de vos consommateurs. Et en fait, cette démarche, elle va non seulement vous mettre dans une situation éthique et correcte, mais aussi apporter de la confiance avec vos clients et créer une relation plutôt humaine avec vos consommateurs. Le deuxième, c'est de créer une expérience qui soit authentique, inspirante, plutôt qu'uniquement transactionnelle. En fait, une transaction, ça peut marcher une fois, mais une émotion et un attachement à une marque, ça se crée sur la durée et c'est avec des émotions que ça se fait. Et ça ne sera jamais avec du prix que ça va continuer à se construire. Donc pensez à votre présence digitale, non pas comme une simple vitrine commerciale, mais comme un lieu d'espace où vous allez échanger avec vos clients. Et c'est là où vous pouvez inspirer et créer une relation à long terme. Et le troisième point, c'est arriver à trouver des KPIs qui soient plutôt non seulement évidemment du commerce immédiat, mais aussi avec des indicateurs de performance qui soient plutôt sur du long terme, donc sur des indicateurs qui vont faire bouger la préférence de marque, la notoriété, la considération, qui sont des choses qui bougent lentement, mais qui vous montrent que vous allez dans la bonne direction, parce qu'au final, c'est ces indicateurs-là qui vont faire que sur le long terme, sur la durée, votre marque, elle va construire. Donc moi, je travaillerai sur ces trois-là si je pouvais. Et pour les dons, je pense qu'il faut aller avec une intention sur les plateformes. N'y allez pas parce que c'est cool d'y être. Allez-y parce qu'il y a un sens pour votre marque et que vous avez avoir ajouté quelque chose. Il y a la valeur ajoutée. Le deuxième point, c'était toujours privilégier la qualité sur la quantité. C'est important parce que le contenu, il se consomme en 1 seconde 8. Ça disparaît tout le temps dans les feeds. Donc si c'est pas bon, de toute façon, ça sert à rien d'y être. Il faut faire de la bonne qualité. Et pas toujours miser sur une seule plateforme. On en a parlé parce qu'en fait, les choses, elles changent vite. Et donc si vous avez tout construit, et on a vu toute une économie de dropshippers à une époque qui a complètement disparu du jour au lendemain, parce qu'en fait il y a eu un modèle économique qui ne fonctionnait plus. Donc voilà pour mes conseils. Merci. Alors je prends les questions, il y en a 3. La première, c'est est-ce que pour les influenceurs, et je pense que c'est au niveau de l'Europe, est-ce qu'il y a un diplôme d'influenceur éthique qui existe au niveau européen ou par pays? Ça c'est la première question pour Robin. Alors, je ne sais pas pour tous les pays. Alors, bon, je sais que la France a été la première pionnière là-dessus. Il y a eu une loi en 2023 sur l'influencer marketing. Je sais qu'on travaille avec des organisations qui ont une certification. Alors, je sais qu'en France, il y a la RPP, l'Autorité pour la régulation de la profession... quelque chose, publicité professionnelle, il y a un système de certification où les influenceurs sont invités à se certifier et alors les marques promettent de n'utiliser que les influenceurs certifiés. Alors on a un partenaire aux Pays-Bas qui le fait aussi, mais voilà, donc oui, il y a clairement des programmes qui sont mis en place parce que c'est un marché énorme et il faut aussi, comme le dit la question, avoir un caractère éthique et de ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Merci Robin. Deuxième question plutôt pour Carole, c'est sur les paiements. Et donc, est-ce que la crypto-monnaie va être acceptée pour les paiements en social commerce, e-commerce en France en 2026 ? Alors, un gros blanc là. Tu peux parler en dehors de ta casquette BNP Paribas et d'avoir une casquette un peu plus large. Donc, sur la crypto-monnaie, vous avez vu qu'il y a des choses qui avancent et qui changent. Par exemple, les Galeries Lafayette acceptent des paiements en crypto-monnaie. Des grands commerçants acceptent de la crypto-monnaie. Pour l'instant, chez BNP Paribas, on ne travaille pas sur ce sujet. Mais c'est un sujet qui est de plus en plus de commerçants acceptent des paiements en crypto-monnaie. Oui. La mairie de Cannes, par exemple, a formé les commerçants à la crypto-monnaie. Et notamment sur les grands événements qu'ils organisent. On peut parler du Cannes Lions, donc qui a lieu tous les ans au mois de juin, qui fait venir la communauté des marketeurs et des publicitaires internationaux.
ils s'attendent à avoir beaucoup de paiements en crypto-monnaie. Donc, c'est peut-être le moment de s'y mettre aussi. Merci. Une question pour Adrien. Donc, entre un budget limité, est-ce que vous choisissez plutôt de l'investir en télé ou avec les influenceurs, qu'ils soient micro ou macro? Alors ça, c'est une question à laquelle personne ne peut répondre sans comprendre votre audience. Donc il faut comprendre quelle est votre cible, qu'est-ce qu'elle consomme comme média, où est-ce que vous allez être le meilleur moment pour passer le bon message. Et selon ce sujet-là, il faut y répondre. Pour nous, en tout cas à Linea, on avait une question à adresser, c'est qu'aujourd'hui, on a 92% des Français qui nous connaissent, mais 8% qui nous considèrent. Donc la marque est connue et il fallait absolument qu'on investisse du temps, de l'argent, de l'énergie pour être visible et pour que nos produits soient compris, soient vus par nos Français. Et donc on a choisi d'utiliser la télévision parce que ça nous permettait d'avoir une montée en couverture rapide. En moins de 2 semaines, on a 70% des Français qui ont vu notre film plus en moyenne 5 fois, et ce qui nous permet d'aller très rapidement faire connaître ce qu'on a à faire. Après, il y a d'autres situations où il faut être, où l'influence est la façon la plus rapide aussi, ou la plus directe avec votre audience, selon ce que vous avez besoin de faire. Donc, partez de votre audience, du challenge, et après, essayez de résoudre ça selon ces sujets-là. Donc, le social commerce en 2026 à 2030, il va représenter quoi? 30% de votre budget? 50% de votre budget publicitaire? C'est quoi votre prévision? Aujourd'hui, ça augmente beaucoup. Et ce qu'on voit déjà, c'est que sur le premier trimestre 2025, on a une augmentation de 30% de la conversion du social par rapport à l'année 2024. Donc aujourd'hui, 30% de plus que la conversion des ventes se font sur le social. Donc ça reste limité pour Alinea, mais ça va devenir de plus en plus gros. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle sur lesquels votre pourcentage il va augmenter chaque jour. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous dans l'audience et merci à vos questions. On peut les applaudir. Et on vous donne rendez-vous sur les prochaines conférences. Donc demain matin sur le sujet de l'impact. Demain après-midi sur le sujet des Nest Honold. Donc on est vraiment sur la cible de consommateurs. Sur l'intelligence artificielle, la data, jeudi matin. Et enfin, on va terminer en feu d'artifice avec donc l'expérience de la Vasque et de Bolin Monaco et de R5 Show avec Renault le jeudi après-midi. Merci beaucoup et bon après-midi.